Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Avoir raison n'est pas toujours synonyme de bonnes nouvelles. Depuis le 24 février 2022 et l'entrée des troupes russes en Ukraine, TV Liberté n'a eu de cesse de décrypter les mensonges et ce fameux narratif autour de ce conflit. Aujourd'hui, tout ce que nous avons annoncé est en train de se produire devant nos yeux. Washington parle avec Moscou, Zelensky a peu voix au chapitre, les Européens sont intoxiqués par leur psychose. Alors, sur quels termes Vladimir Poutine et Donald Trump pourront-ils s'entendre ? Quel avenir pour l'Ukraine ? Quel avenir pour le Moyen-Orient ? Les deux blocs sont-ils en train de se reconstituer ? Et surtout, quel avenir pour l'Europe, pour sa diplomatie, pour ses intérêts et pour ses peuples ? C'est tout ce que nous allons voir dans un instant. Mais avant toute chose, chers amis, je compte sur vous pour le partager, cette émission, pour la relayer, comme on dit en bon français. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le petit pouce en l'air pour améliorer le référencement. Et puis, bien sûr, écrivez-moi dans les commentaires, je vous répondrai. À tout de suite. Hervé Carrez, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nouveau à nos côtés sur TV Liberté. Vous avez une longue carrière militaire, on le sait, entre l'état-major de l'armée de terre et également la BSPP, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Vous êtes parti colonel pour retourner dans le civil. Vous êtes à présent spécialiste de la gestion de crise et vous avez la gentillesse de contribuer très régulièrement au JT de TV Liberté, mais aussi au Samedi Politique, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors cette semaine, Hervé Carrez, on a vu une activité très lourde sur la scène géopolitique. Donald Trump et Vladimir Poutine semblent avancer vers une négociation autour du conflit ukrainien, mais sans doute pas seulement autour du conflit ukrainien. Le président américain a expliqué avoir une conversation avec son homologue russe pendant près de 90 minutes. Plusieurs questions ont été évoquées. Et dans le même temps, à l'heure où nous parlons, vendredi matin, les dirigeants européens sont actuellement réunis à la conférence sur la sécurité de Munich. Volodymyr Zelensky doit s'y rendre. Il y a également des dirigeants de l'OTAN. Quel regard portez-vous sur cette conférence sur la sécurité de Munich ? Alors d'abord, cette conférence sur la sécurité de Munich, c'est une organisation privée. Ce n'est pas une organisation étatique. Ce sont des fondations allemandes qui l'ont créée en 2018, de mémoire. Donc il y a des ONG qui sont impliquées d'ailleurs dans cette organisation. Donc le but de cette conférence, c'est de parler bien sûr au sens large des enjeux de sécurité mondiaux, mais surtout c'est une instance de dialogue. C'est qu'il ne sortira pas de décision de cette conférence. Elle est intéressante puisque, notamment celle qui va se dérouler pendant ces jours prochains, et qui commence aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on est dans un moment crucial en fait de révolution dans les affaires internationales, une révolution quand même qui était prévisible, puisque les annonces de la future administration américaine et notamment du président Trump avaient été assez claires sur le plan de sa volonté d'être beaucoup moins belliciste que les administrations démocrates précédentes et surtout dans la manière de faire. Donc on est sur une révolution dans les affaires internationales qui déstabilise en fait de nombreux partenaires des États-Unis, à commencer par les partenaires européens, mais également d'autres partenaires qui sont assez interrogatifs. Il faut se rappeler quand même de la réaction du président Netanyahou à l'issue de la conférence, sa rencontre à Washington avec le président Trump et la conférence qu'ils ont donnée. Donc je pense qu'il faut analyser cette administration américaine selon différents niveaux. Il y a d'abord les déclarations tonitruantes et déstabilisantes du président Trump, qu'il ne faut pas prendre trop à la légère, puisque derrière le côté extravagant, il y a un raisonnement stratégique derrière. Et puis surtout, il faut bien observer le vice-président J.D. Vance lorsqu'il parle. Et c'est une éminence grise de cette administration qui va avoir un impact très important sur les relations internationales. Alors, on a vu que Donald Trump a donc indiqué qu'il allait négocier rapidement avec Vladimir Poutine. Au départ, Volodymyr Zelensky a voulu faire comprendre qu'il était toujours dans la course. On va l'écouter tout de suite. Il était plutôt positif après cette annonce. Президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Le président Trump m'a informé de ce que Poutine lui avait dit. Nous pensons que la force de l'Amérique est suffisante pour, avec nous et avec tous nos partenaires, pousser la Russie et Poutine vers la paix.
J'ai également rencontré le secrétaire au Trésor américain, Bessent, pour préparer un accord qui renforcera notre sécurité et donnera un nouvel élan à nos relations économiques. Alors, on a le sentiment vraiment que la séquence n'est pas simple pour Volodymyr Zelensky. Il explique vouloir négocier avec les Européens, il explique vouloir négocier avec les Américains, mais il refuse concrètement de négocier avec les Russes. Donald Trump a évoqué une conférence, une réunion avec des représentants américains, des représentants russes, et l'Ukraine semble ne pas vouloir s'y joindre. Il y a un moment, il va falloir trancher quand même. En ce moment, que ce soit le président Zelensky, qui est le premier concerné par le conflit actuellement sur son sol, et les Européens, ils se sont tous ferrés durant les 3 années précédentes par des décisions qui, en fait, ont rendu quasiment impossible le retour du dialogue avec la Russie. Alors, pour le président Zelensky, ça peut à la rigueur se comprend, même si ça coupe beaucoup de portes de sortie. Mais être jusqu'au boutiste de cette manière-là, c'est compliqué après lorsque la situation militaire commence à être défavorable. Hein. Et par contre, pour ce qui est des Européens, c'est quand même assez étonnant dans la mesure où ils se sont attelés de manière assez aveugle à la politique de la précédente administration démocrate, sans chercher vraiment à se positionner par rapport à leurs intérêts qui étaient quand même évidents. L'intérêt de l'Europe, depuis l'attaque russe sur le sol ukrainien, c'est que le conflit soit le plus court possible. Et de manière très paradoxale, alors que maintenant la Russie, alors la Russie parle de paix, on pourra revenir dessus, la Russie parle de paix, mais paix à ses conditions, hein. L'Ukraine, le président Zelensky, en raison de la situation militaire et de l'épuisement de son pays, parle également de paix. Donald Trump, qui a dit qu'il voulait tout mettre en œuvre pour faire cesser ce conflit très très rapidement, parle également de paix. Et on est surpris d'observer que les représentants européens ne parlent pas de paix. En fait, ils sont en train de chercher des moyens de continuer la guerre, peut-être en la finançant par leurs propres moyens, pour que l'Ukraine se retrouve dans une situation favorable dans des négociations de paix qui seraient bilatérales entre la Russie et l'Ukraine. C'est un peu, mais c'était un peu la stratégie de l'offensive sur Koursk de l'été dernier pour Volodymyr Zelensky. C'était récupérer du territoire russe pour ensuite essayer de l'échanger. C'est d'ailleurs ce qu'il a encore dit cette semaine. Oui, c'est ce qui a été annoncé et qui, sur le plan géopolitique, peut être recevable. Le problème, c'est que sur le plan militaire, cette offensive, en fait, a eu des résultats catastrophiques parce que lorsque vous êtes en situation de sous-effectif et en déficit de moyens, vous n'avez pas intérêt à rallonger le front. Et un front sur lequel déjà vous subissez la pression des Russes. Donc cette offensive a bien sûr déstabilisé les Russes sur le plan militaire au départ et a gêné politiquement Vladimir Poutine, mais ils ont su l'utiliser à leur profit dans la mesure où les Ukrainiens maintenant cherchent à maintenir le peu de territoire qu'ils tiennent encore dans cette zone-là, en injectant des troupes qui sont des troupes de bonne qualité et qui pourraient tout à fait participer à la défense du Donbass en conduisant des contre-attaques. Donc c'est le paradoxe de cette offensive qui, sur le plan politique, pourrait amener quelques bénéfices si jamais il y avait des négociations. Je reviendrai sur cette notion de bénéfice parce que ça paraît illusoire, mais surtout ça favorise les avancées russes dans le Donbass. Alors sachant que la Russie est quand même dans une stratégie d'attrition, le but, c'est détruire l'appareil militaire ukrainien. Et le saillant de Koursk permet aux Russes de détruire l'appareil militaire ukrainien, puisqu'ils ont cette supériorité des feux qu'ils appliquent dans le saillant de Koursk. Alors je voulais revenir sur cette hypothèse et cette volonté du président ukrainien d'échanger du territoire russe dans le cadre des négociations contre du territoire ukrainien qui est... qui n'est pas annexé, mais que la Russie veut annexer, mais qu'elle occupe en ce moment, c'est que les Russes ne vont jamais négocier tant que les Ukrainiens seront présents sur le saillant de Koursk, ou de Soudja plutôt, le saillant de Soudja. Les Russes vont tout faire pour le récupérer militairement. Et c'est à ce moment-là qu'ils, peut-être, je dis peut-être, ils rentreront dans les négociations. Parce que, au-delà des annonces du président Poutine sur sa volonté de faire la paix, je pense qu'ils ne sont pas forcément si pressés que ça de faire la paix. Parce que le momentum, l'élan militaire leur est plutôt favorable en ce moment.
Il y a eu une pause opérationnelle ces derniers temps, et on voit que, qui a été commentée bien sûr sur de nombreux plateaux télé des grands médias, mais on voit qu'ils sont en train de reprendre leurs opérations offensives avec toujours les mêmes processus et les mêmes modes opératoires qui consistent en fait à encercler les bastions ukrainiens et en les écrasant avec leur supériorité des feux, que ce soit air-sol ou sol-sol. On a le sentiment... Vous parlez quand même à plusieurs reprises déjà des médias et de cette espèce de narratif, hein, c'est un terme qui a été beaucoup utilisé. Vous parliez aussi de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est aussi un peu intoxiqué. Et j'aimerais peut-être qu'on revienne à Ursula von der Leyen. C'était en septembre 2022, c'était à peu près 6 mois après l'entrée des troupes russes en Ukraine. On l'écoute. La solidarité de l'Europe avec l'Ukraine demeurera indéfectible. Depuis le premier jour, l'Europe se tient aux côtés de l'Ukraine, en fournissant des armes, en mobilisant des fonds, en ouvrant ses portes aux réfugiés et en imposant les plus lourdes sanctions que le monde ait connues. Le secteur financier de la Russie est à bout de souffle. Nous avons coupé les 3/4 du secteur bancaire russe des marchés internationaux. Près d'1 millier d'entreprises internationales ont quitté le pays. La production de voitures a chuté de 3/4 par rapport à l'année dernière. Aeroflot immobilise les avions au sol car les pièces de rechange viennent à manquer. L'armée russe récupère des puces sur des lave-vaisselle et des réfrigérateurs pour réparer son matériel militaire. Alors, à l'époque, c'était déjà pas très digeste quand on entendait ces déclarations. Là, on se dit que ça a véritablement très mal vieilli quand même. Alors, malheureusement, je pense que de nombreux dirigeants occidentaux ont été mal conseillés par des experts de la Russie, mais des experts qui étaient en fait de l'ex-Union soviétique. C'est très rare d'avoir des experts qui connaissent la Russie actuelle, qui est en fait un régime sur le plan économique totalement libéral et capitaliste. Et ils ont cette image de la Russie qui date de l'ex-Union soviétique, avec une Russie paupérisée, pas très avancée, avec une industrie certes nombreuse, mais très arriérée sur le plan technologique. Alors que, en fait, c'est une erreur complète. Et on le voit très bien à la lumière de ce qui s'est passé, notamment avec les innovations qui ont été mises en place par les Russes. Alors les Russes, le complexe militaro-industriel russe, c'est un complexe militaro-industriel qui est étatique. Donc lorsqu'il produit, à des prix modiques qui correspondent quasiment... il vend à l'État russe des productions qui sont quasiment vendues au prix de la production. Donc il n'y a pas de marges qui sont faites, ce qui leur permet d'avoir des productions nombreuses et de la qualité qui est suffisante pour faire face aux enjeux du front ukrainien. Le complexe militaro-industriel occidental, que ce soit américain ou européen, c'est un complexe militaro-industriel privé qui vend des productions sur lesquelles ils cherchent à faire des marges et qui sont souvent très technologiques. Et face aux conditions qui sont très rustiques du front ukrainien, il s'est avéré que ces productions étaient relativement fragiles, sur le plan notamment de la fiabilité et de la maintenance. Si je peux me permettre une parenthèse aussi, on a le sentiment que côté russe, ça fait pas de bulle économiquement parlant aussi ce complexe militaro-industriel, alors que c'est le cas en Occident, ça booste entre guillemets la croissance, et c'est aussi pour ça que parfois on peut avoir l'impression que les Américains poussent à cette politique de la guerre. Alors, le complexe militaro-industriel russe participe bien sûr à la croissance, puisque c'est un pays qui est en situation de guerre. Donc il y a une partie de ces richesses qui sont orientées vers la production militaire ou paramilitaire. Ce n'est pas le cas de l'autre côté, puisque même si on a entendu de nombreux dirigeants européens parler d'économie de guerre, alors la Russie n'est pas en économie de guerre, puisque même s'ils ont augmenté leur budget, l'économie de guerre, c'est au moins 25% du PIB qui est consacré à la production militaire ou paramilitaire. Côté occidental, non. En fait, les industriels attendent des commandes pour ensuite créer les lignes de production pour éventuellement augmenter le rythme de production de leur chaîne. Or, le problème des industriels, c'est que ces commandes n'arrivent pas. Pourquoi elles n'arrivent pas? Parce que bien sûr, les Européens la plupart des pays européens sont dans une situation économique difficile
parce qu'on ne peut que le constater après 3 ans, la plupart des sanctions qui ont été votées se sont retournées contre les pays européens, notamment les sanctions visant à interdire l'exportation du gaz russe vers les pays de l'Européen, le gaz russe par gazoduc, puisque le gaz russe par GNL, le GNL russe continue à arriver et de manière prépondérante dans les pays européens. Donc les Européens sont mis dans une difficulté dans la mesure où ils ne sont pas capables d'alimenter leur complexe militaro-industriel pour alimenter le front ukrainien et donner aux Ukrainiens les munitions et les matériels dont ils ont besoin. Alors les munitions, c'est flagrant dans la mesure où Thierry Breton avait annoncé le million d'obus, alors qu'on est à peu près sur 500 000 obus produits annuellement au profit de l'Ukraine. Et ensuite, concernant les matériels, la disparité de qualité et même d'origine des matériels qui ont été livrés à l'Ukraine font que pour les Ukrainiens, sur le front, c'est un vrai cauchemar logistique. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on voit que souvent les Ukrainiens, qui ont quand même un complexe également militaro-industriel, utilisent beaucoup de véhicules, de chars et de blindés d'origine ex-soviétique, en fait, qu'ils ont rétrofité et améliorés. Puisque ce sont des engins qui sont rustiques et qui correspondent très très bien aux combats qu'ils sont en train de mener sur le front. On a vu tout à l'heure cette attitude donc des autorités politiques européennes. J'aimerais qu'on voit aujourd'hui quelles sont les réactions, notamment avec un député macroniste. Il s'appelle Bernard Guetta et il a pris la parole depuis le Parlement européen jeudi. On l'écoute. Avant même que des négociations ne s'ouvrent entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le président américain a donné au président russe tout ce qu'il pouvait espérer. Premièrement, qu'il n'était pas question, pas réaliste donc pas question, que l'Ukraine revienne aux frontières d'avant 14, c'est-à-dire que le Donbass et la Crimée restent russes, naturellement. Deuxièmement, ils ont déclaré que ce qui resterait de l'Ukraine ne pourrait jamais, ce serait invraisemblable, inenvisageable, etc., adhérer à l'OTAN, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas la protection de l'OTAN. Et troisièmement, encore plus inouï, les hommes de M. Trump ont déclaré qu'aussitôt après la proclamation d'un cessez-le-feu, il faudrait que l'Ukraine organise de nouvelles élections présidentielles. Nous devons nous préparer à déployer des troupes sur la future ligne de démarcation parce que l'Ukraine indépendante, ce qu'il en restera, aura besoin d'une protection et que seule l'Union européenne pourra la lui donner. Et nous pourrons la lui donner parce que nous avons des troupes à déployer et parce que, après tout, même si nous en avons peu, nous avons des armes. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez des déclarations comme ça? C'est quoi? C'est de la cécité? C'est de l'idéologie? C'est de l'influence étrangère qui parcourt les rangs du Parlement européen? C'est quoi? C'est révélateur d'une classe politique qui est complètement has-been par rapport à la révolution qui est en place et qui est en train de se dérouler dans les relations internationales depuis le 20 janvier 2025. En fait, ils sont surpris. Alors c'est étonnant qu'ils soient surpris, puisque l'administration américaine qui est actuellement en place, ils ont annoncé bien avant les élections quel était leur projet international. Alors sans rentrer dans les détails, mais les grandes lignes étaient quand même annoncées. Et en plus, c'est une administration qui, au plan intérieur et au plan international, fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait. Donc c'est quand même assez lisible. Alors même si derrière il y a les outrances de Donald Trump, il y a quand même des stratégies qui sont à l'œuvre derrière. Donc c'est une incompréhension de ce qui est en train de se passer. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est que les Américains veulent que cette guerre cesse. Et pour que cette guerre cesse, ils ont commencé à dialoguer dialoguer avec les Russes. Alors au départ, ça s'est fait de manière très certainement occulte, et maintenant les deux chefs d'État se sont entretenus, comme vous l'avez dit, pendant 90 minutes. Ce n'est pas un début de négociation, cet entretien. C'est simplement pour reprendre langue et de manière à évaluer les attentes de chacun. Les attentes des Américains, c'est d'arrêter le plus rapidement possible ce conflit, dans la mesure où l'administration républicaine considère que ce conflit, ce n'est pas un conflit qui les concerne, parce que c'est le résultat de la montée en tension depuis 2014 qui a été pilotée par les administrations démocrates sur l'Ukraine et
contre la Russie, en fait. Donc on est sur ce jeu géopolitique qui a été piloté par les administrations démocrates, et eux veulent absolument évacuer pour eux une forme d'abcès qui pourrait les gêner dans leur politique internationale, notamment vers leur réorientation vers la zone pacifique et asiatique. Donc une incompréhension de ce qui est en train de se passer. J'en reviens à l'aspect pragmatique de l'administration américaine actuelle. Les Russes, bon, c'est très clair, ils ont annoncé leurs objectifs de guerre. Sur ces objectifs de guerre, il y a des choses sur lesquelles, à mon avis, ils ne négocieront pas. C'est le fait que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Ça, c'est, à mon avis, quelque chose qui ne sera pas négociable. Ensuite, imaginez que les Russes rétrocèdent les territoires qu'ils ont conquis, notamment la Crimée, et puis toutes les parties du Donbass, c'est complètement illusoire également. Les seuls éléments de négociation qu'il pourrait y avoir, si les Ukrainiens résistent, ils continuent à résister, aux avancées russes, notamment en cherchant à vraiment ralentir ces avancées, c'est que par rapport aux oblasts qu'ils revendiquent, il y ait une négociation sur les territoires qu'ils n'auraient pas pu conquérir. Alors, sans vouloir faire de prospective ou d'hypothèses extravagantes, on peut constater qu'ils ont quasiment reconquis le Donbass, qui faisait partie des oblasts qu'ils avaient annexés. Ensuite, il y a d'autres oblasts qui sont pas encore conquis par les Russes, notamment dans la zone de Zaporijia et la rive ouest du Dniepr à partir de Kherson. Donc il est possible que si les Ukrainiens... Il faut préciser, pardon Hervé Carès, mais que ces 4 oblasts ont connu un référendum en septembre 2022, que tous ont voté pour le rattachement à la Russie. Alors bien sûr, il y a des critiques qui sont formulées à l'égard de ces référendums. C'est vrai que les populations qui étaient plutôt côté ouest, soit ne sont pas allées voter, soit sont déjà parties, bien entendu. Néanmoins, c'est un vote qui existe, il y avait des observateurs internationaux. Oui, bien sûr, il y a des observateurs, mais on ne peut pas quand même... il ne sera pas reconnu, ce référendum, au plan international. Donc c'est un indice, mais on ne peut pas s'y référer. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est qu'en l'état, pour l'instant, en l'état des forces en présence, les Russes ne sont pas en mesure de conquérir les oblasts de Zaporijia et de Kherson totalement. Donc il se pourrait qu'il y ait une négociation si jamais les Ukrainiens arrivent à stopper ou à freiner les avancées russes, notamment sur ces... Pour l'instant, c'est une partie du front qui est en sommeil, où il n'y a pas trop de combats. Ça pourrait être un élément de négociation. C'est que les Russes pourraient dire, écoutez, nous, étant donné l'état des forces en présence, nous sommes peut-être prêts à laisser une partie des oblasts que l'on a annexés, mais que l'on n'a pas conquis. Je dis bien, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Sûr. Bien sûr. Parce que l'autre hypothèse qui pourrait être malheureuse pour les Ukrainiens, c'est que, à la faveur des premières négociations qui sont en train de se nouer et qui vont se nouer, bipartite d'abord entre la Russie et les États-Unis, mais ensuite tripartite, ça c'est clair, puisque les États-Unis n'ont jamais dit qu'ils allaient laisser l'Ukraine de côté sur les négociations. De toute façon, c'est impossible. Ce qui pourrait arriver, c'est que par épuisement de la société ukrainienne, du pays, de ses forces vives, en fait, économiques, sociétales, et puis de l'épuisement de l'armée ukrainienne, tout simplement, sur le plan humain, puisque rappelons qu'un des grands centres de gravité ukrainiens qui est attaqué par la stratégie d'attrition, c'est la ressource humaine mobilisée et mobilisable. Et on voit très bien que c'est vraiment le sujet prégnant pour les forces armées ukrainiennes, notamment en ce qui concerne l'infanterie ukrainienne. Donc il se pourrait que l'on assiste à un délitement du front à certains endroits qui est comparable à ce qui s'est passé en 1918 sur le front côté allemand, lorsque les notions d'armistice ont commencé à être connues et que le front s'est complètement ramolli avec des unités parfois qui quittaient leur position. Donc on n'en est pas là, mais ça pourrait arriver. Donc vous voyez, il y a deux options. Soit les Ukrainiens arrivent à tenir fermement pendant les négociations et jusqu'au terme de ces négociations, ce qui pourrait conduire les Russes à renoncer à la conquête totale des oblasts qu'ils ont annexés. Soit il y a un délitement des forces ukrainiennes qui pourrait conduire les Russes à conquérir leurs oblasts.
les oblasts qu'ils ont annexés, et peut-être aller plus loin. Parce que la vraie question du futur d'une Ukraine viable, même ayant perdu des territoires, parce qu'il faut que les dirigeants ukrainiens, et c'est ce qu'attendent la population ukrainienne, la majorité de la population, c'est de se projeter au-delà de la guerre. C'est avoir une autre perspective que la guerre, et puis notamment des objectifs de guerre qui sont inatteignables. La reconquête des frontières de 91, c'est impossible. Donc il faut qu'il lui propose un avenir qui soit viable et mobilisateur pour la société ukrainienne, autre que la guerre, et une guerre qui est mortifère. Donc, parce que là, vous parliez tout à l'heure des ressources humaines en termes militaires, mais dans les centres de gravité, il y a aussi le soutien ou non de la population à l'égard... On va en reparler, bien sûr, c'est un des centres de gravité. Il y a une fatigue de la société ukrainienne. Mais pour que le pays, l'Ukraine, post-guerre, soit viable, il faut que Odessa, qui est le seul port en eau profonde de la côte ukrainienne, du pays, de l'Ukraine, demeure ukrainien. C'est un élément majeur. Si le port d'Odessa venait à être conquis par les Russes, l'Ukraine post-guerre serait extrêmement affaiblie. Quelle est la situation d'Odessa aujourd'hui ? Il n'y a pas de combat majeur ? Non, alors on est très loin du front, on est complètement à l'ouest du pays. Alors, ça a été très intéressant, cette situation d'Odessa, parce que sur le plan militaire, c'est dans cette région que les Ukrainiens, à partir de cette région que les Ukrainiens ont porté les coups les plus durs aux Russes. Les coups les plus durs sur un des centres de gravité qui était important pour eux, c'était la péninsule de Crimée. Pendant quasiment 2 ans, en bombardant la péninsule de Crimée, en chassant la flotte russe qui a été obligée de se déplacer jusqu'à Novorossiysk pour être en dehors des frappes ukrainiennes. Donc là, ils ont mis vraiment en difficulté le pouvoir russe et les Russes sur cette zone de Crimée. On peut remarquer que depuis 1 an, ou au moins 6 mois on va dire, il n'y a plus d'action offensive des Ukrainiens sur cette zone-là. Pourquoi ? D'abord parce que les Russes ont énormément frappé la zone d'Odessa et notamment les infrastructures qui permettaient aux Ukrainiens, infrastructures de commandement et logistique qui permettaient aux Ukrainiens de conduire ces attaques, notamment avec les drones navals. Et puis, très probablement que certaines des ressources qui étaient utilisées par les Ukrainiens pour frapper la Crimée sont comptées ou n'existent plus. Je pense en particulier aux attaques MS, par exemple, missiles attaque MS, et très probablement aux missiles Scalp et Storm Shadow, que l'on voit quasiment. Ça, c'est tout l'armement occidental qui a été fourni à l'Ukraine. Oui, mais qui était un armement qui a été fourni quand même de manière comptée, parce que les stocks européens, notamment français et anglais, ne sont pas extensifs à la demande, et surtout, il en va de même des attaques MS américains. Aujourd'hui, concrètement, quelle est la situation de l'Ukraine sur le plan militaire ? Elle est dans une situation très inquiétante, le front peut encore tenir, comment vous voyez ça ? Alors, je vais parler à un niveau stratégique et opératif, pas au niveau tactique, parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau tactique, mais est-ce que ça a du sens au plan opératif et au plan stratégique ? Sur le plan stratégique, militaire, l'offensive de Koursk a créé une difficulté qui, pour les forces ukrainiennes, qui étaient déjà en déficit de moyens et d'effectifs, qui profite aux Russes, que les Russes utilisent à leur profit. Donc, sur le plan stratégique militaire, ça les a mis en difficulté. Ça les a mis en difficulté. Alors c'est quand même à l'initiative ukrainienne. C'est un problème de choix stratégique. Oui. Soit vous êtes en stratégie défensive, soit vous êtes en stratégie offensive. Le problème, c'est que là, ils ont cherché à faire un mélange de stratégie défensive et offensive alors qu'ils étaient déjà en difficulté. Or, pour être en stratégie offensive, il faut avoir le primat des moyens et la supériorité des feux et des moyens et des effectifs, ce qui n'était pas leur cas. Alors, il y avait des objectifs politiques, comme je l'ai dit. Mais sur le plan militaire, conduire une stratégie défensive pour rendre les conquêtes du Donbass russe difficiles, c'est-à-dire que les troupes qui ont été engagées dans le saillant de Koursk auraient été gardées en réserve stratégique pour mener des contre-attaques, auraient vraiment gêné les Russes sur leurs actions dans le Donbass. Donc les forces ukrainiennes se sont mises en difficulté. Le front ukrainien tient quand même encore, mais il est clair que le déficit et la difficulté, le déficit en ressources humaines et la difficulté à rétablir et à recruter, rétablir les effectifs et à recruter les nombres des soldats
des soldats en quantité, mais surtout en qualité, suffisamment bien formés pour faire face à... Mais si je peux me permettre, comment on fait pour recruter des soldats maintenant qu'on n'a pas recruté depuis 3 ans ? Bah justement, ils sont en train de chercher à calquer le système russe, puisqu'ils ont un problème avec tout simplement l'immobilisable qui fuit la mobilisation. Ils cherchent à offrir des primes assez importantes qui, en équivalent euro, sont de l'ordre de 20 000 à 22 000 euros. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard ? De la même manière, sur le plan organisationnel, l'armée ukrainienne, je rentrais dans un détail qui est un petit peu technique, était articulé autour de brigades, n'avait pas de niveau division. Le niveau division, c'est ce qui permet la coordination interbrigade et qui permet également la coordination des feux et de la logistique. Ils sont en train de le créer. Ils sont en train de le créer après 3 ans de guerre et dans une situation qui est assez difficile dans la mesure où ils sont sous pression. J'aimerais qu'on écoute à présent, comme vous avez été militaire, j'ai rappelé tout à l'heure un ancien collègue que l'on voit très fréquemment sur les plateaux du groupe Bouygues, qui ne change pas, continue, poursuit et signe, on l'écoute. C'est un calcul, c'est ce que j'appelle l'ukrainium. Il s'est avalé une dose, comme le polonium, si vous voulez. L'ukrainium est à la Russie ce que le polonium a été à Litvinenko. C'est un poison lent. Et Poutine s'est envoyé une grosse dose d'ukrainium en février 22, et cet acide est en train de ronger son pays. La Russie, militairement, elle va encore bien, mais elle est au bout du bout aussi. Après tout, il leur faut 10 000 Coréens, Nord-Coréens pour se donner du courage pour repartir à l'assaut. Donc c'est que ça va pas si bien que ça. Un effondrement de la Russie en 2025, économique, il est beaucoup plus probable qu'un effondrement militaire de l'Ukraine. Alors, vous m'expliquez finalement qu'il y avait beaucoup de décisions qui avaient été prises pour l'armée ukrainienne qui étaient venues à contretemps, trop tard. On se dit, ce monsieur, outre le fait qu'il soit visiblement consultant attitré sur les plateaux de LCI, c'est aussi représentatif des militaires qui opèrent au niveau otanien notamment et au niveau occidental. On est mal barré quand même. Ces gens ont des responsabilités lourdes dans ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Bon, d'abord, je vais commencer par être indulgent. Il y a le phénomène plateau. Lorsqu'on est sur un plateau, parfois, on peut être surpris par les questions qui sont posées, qui sont des questions ouvertes ou fermées, et qui vont vous obliger à éviter d'être nuancé dans les propos. Alors, je ne parle pas de cela par rapport à l'exemple que vous venez de passer, mais en général, de manière générale. Sur les plateaux télé des grandes chaînes, il y a de nombreux militaires ou ex-militaires qui s'expriment, de différents grades. Ça va du général de corps d'armée, voire d'armée, jusqu'à des lieutenants-colonels. Certains sont rémunérés, d'autres pas. Donc, un consultant rémunéré est obligé quand même, comme un journaliste, d'épouser la ligne éditoriale de la chaîne. C'est une forme de journalisme, le consultant rémunéré. Dans ces consultants rémunérés, il y a différents portages, ou attitudes, ou postures. Il y a ceux qui font ouvertement de la propagande, ou qui sont outranciers. C'est son cas ? Je vais y revenir. Et ensuite, ceux qui mènent une analyse qui est posée et qui est rationnelle, quelles que soient les opinions qu'ils puissent avoir. Bon, je peux citer 3 noms, puisque c'est tout à fait à leur honneur. Pierre de Jong, que vous avez déjà accueilli, le général Chauvency et le général Kaff, qui sont vraiment, je pense, de tous les consultants rémunérés et experts notamment que l'on peut voir sur la chaîne. Alors je ne sais pas si Pierre de Jong est rémunéré par contre, mais c'est ceux qui ont une réflexion qui est posée et rationnelle et qui utilisent des méthodologies pour analyser les situations qu'on leur présente. Alors les situations qu'on leur présente sur les plateaux télé, c'est un peu la guerre TikTok quand même. C'est souvent... on montre des vidéos de combat et on leur demande de commenter la vidéo. Vous imaginez quand même le niveau de recul que l'on peut avoir sur un plateau télé à partir d'une vidéo comme ça que l'on vous présente et on vous demande de commenter. C'est quand même une difficulté. Alors maintenant, pour revenir au général Yakovlev, moi j'ai été surpris dès le départ de ces prises de position, sachant que le général Yakovlev, c'est quelqu'un qui a une certaine aura au sein de
de l'armée de terre, puisque lorsque j'ai préparé le concours de l'école de guerre, il y a toujours des livres qui sont conseillés de lire par des auteurs militaires. Il a écrit un livre qui est d'ailleurs très très intéressant, c'est Perspectives tactiques, qui en fait étudie plusieurs grands combats historiques et au travers des principes de la guerre et puis des modes opératoires. Et c'est également quelqu'un qui a été enseignant, ou je ne sais pas s'il enseigne toujours, en université. Alors je ne pense pas qu'il ait ce discours-là lorsqu'il enseigne. Donc il y a l'effet plateau télé, et puis il y a également l'effet posture. L'effet posture, c'est le personnage tel que je veux le présenter médiatiquement. Donc c'est devenu un peu un personnage très très connu. Oui, un mème presque. Comment ? Je crois qu'on pourrait dire aujourd'hui que c'est un mème. Oui. C'est une caricature de lui-même. Oui, en fait, il me fait penser, vous vous rappelez, sur Canal+, il y avait les Guignols de l'info, le colonel Sylvestre. On est un petit peu dans cette posture-là. C'est caricatural. Alors, est-ce qu'il est sérieux ? Je ne pense pas. Il est dans sa posture médiatique. Maintenant, est-ce que l'on apprend quelque chose lorsqu'on l'écoute ? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe à partir de ses propos ? C'est ce qui est dommage, quand on voit le niveau qu'il a atteint au sein des armées, mais en fait non. En fait. Oui, mais je comprends votre clémence et Dieu vous en sera reconnaissant, mais il n'en reste pas moins que quand on a écouté Ursula von der Leyen qui nous explique que les Russes fabriquent des armes avec des morceaux de machines à laver, quand on explique Bernard Guetta qui explique que finalement il faudrait que les Européens aillent aider l'Ukraine parce qu'on a plein d'armes et qu'on pourrait faire basculer la balance, quand on écoute un militaire haut gradé, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui n'a pas eu d'influence sur les instances armées, y compris au niveau otanien, on se dit quand même il y a une convergence de pensée qui fait tout simplement le lit de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un système de propagande. Souvent, sur ces plateaux télé, ils parlent de... Alors, ils utilisent les émissions de Soloviev pour se moquer des émissions de Soloviev. Alors, Soloviev, c'est l'équivalent des émissions d'Hanouna, en Russie. Alors qu'en Russie, alors j'ai un ami qui habite dans l'Oural, qui est un Français expatrié, il me dit que les Russes, en fait, par exemple les émissions de LCI, alors beaucoup de Russes qui sont francophones, il ne faut pas l'oublier, mais elles sont traduites quand même en russe, et ces émissions et ces passages-là sont montrés à la télé russe, et ça les amuse, ça les amuse. En fait, il faut comprendre que ces émissions-là et ces propos-là sont considérés comme de la propagande, mais c'est de la propagande, c'est outrancier, c'est tellement outrancier que ça n'aide pas à comprendre ce qui se passe. Ça n'aide pas à comprendre ce qui se passe, mais comme vous le dites, c'est de la propagande et ça fonctionne dans les mentalités. Écoutez, j'en parle souvent au sein de ma famille, il y a eu plein de sujets de propagande. Le sujet des Nord-Coréens sur le front. Ça a commencé en octobre. Alors, Nord-Coréens, c'est pas quelques centaines d'hommes, c'était 10 000 Nord-Coréens, soit une division. Une division, ça veut dire 3 ou 4 postes de commandement, ça veut dire déplots logistiques, ça veut dire qu'ils sont venus en voie ferrée depuis la Corée du Nord jusqu'au front de course, qui se sont desserrés. Enfin, c'est une organisation totalement très complexe et qui en plus doit s'intégrer dans le dispositif russe. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent, ils relèvent une unité russe, donc moment de fragilité sur le front russe, grand moment de fragilité, puisque on peut constater que chaque fois qu'il y a eu des avancées russes, notamment dans le Donbass, la plupart du temps, c'était lorsqu'il y avait des relèves d'unités ukrainiennes. Donc c'est un moment de fragilité. Ils ne parlent pas la même langue. Donc ils sont intégrés. Ça veut dire qu'ils doivent être coordonnés, mais également en autonomie sur le plan logistique et sur le plan de leurs appuis. Ils combattent. On voit très très peu de Nord-Coréens, réellement. C'est fou. Oui, mais ils les confondent avec les Russes. Non, mais je plaisante. En fait, il y a beaucoup de troupes de type asiate chez les Russes. Et ensuite, ils s'en vont, sans qu'on les ait vraiment vus. Donc, il y a une deuxième fragilité du front ukrainien, du front russe qui est créée, parce qu'il y a une nouvelle relève de ces 10 000 Nord-Coréens par unité russe. Et entre-temps, il en est mort quasiment 1000 par jour, si on les écoute aussi. Non, mais c'est absurde sur le plan militaire, ça n'a pas de sens. Qu'il y ait des Nord-Coréens pour assister techniquement les Russes, pour utiliser les canons, les armes qu'ils ont... oui, c'est même incontournable. Qu'il y ait des observateurs nord-coréens, c'est probable. Ce qui peut être concevable, à la limite, c'est qu'il y ait une petite unité d'une centaine d'hommes ou 200 hommes de forces spéciales nord-coréennes engagés sur des objectifs très très ponctuels, comme la prise d'un village, parce que c'est facile à coordonner. 100 hommes dans un dispositif russe, c'est facile à coordonner. Mais c'est tout, c'est tout. Et vous regarderez l'histoire de cette infox, il faut le dire, entre octobre et maintenant. Et comme par hasard, ils sont partis, ils sont revenus, puis là on n'entend plus parler.
On n'entend plus parler parce qu'il n'y a plus d'intérêt à utiliser cette infox. Ce qui est regrettable sur les plateaux télé, c'est que d'abord, il n'y ait pas une information à charge et à décharge sur le même plateau. Ensuite, ce qui est regrettable, c'est que les journalistes prennent des éléments de communication, que ce soit, de toute façon, les Ukrainiens mentent, comme les Russes mentent, ils sont en guerre. Mais nous aussi, en fait, nos organes militaires et stratégiques mentent également, puisqu'on est dans un processus d'appui, de soutien à l'Ukraine. Ils prennent ces éléments-là sans avoir un regard critique par rapport à ces éléments. Et le plus grave, à la limite, on peut excuser les journalistes, c'est que sur l'affaire d'Émile Corin, c'est qu'il y ait des officiers qui savent très bien ce que je suis en train d'expliquer, parce qu'ils ont la même formation que moi, qui n'aient pas la capacité à dire, mais écoutez, ce que je viens de dire, c'est que bien sûr qu'il peut y en avoir, mais pas 10 000. C'est absurde, vous voyez ce que je veux dire. Et ça ne s'intégrerait pas dans la guerre. Et c'est là où on est dans un système de propagande, parce que ce sont des informations qui sont complètement extravagantes. Et elles ne sont pas discutées ni critiquées sur les plateaux de télé ou même dans les journaux. Parce qu'il y a certains journaux, je parle de la presse écrite. Donc c'est ça un système de propagande, c'est qu'en fait on alimente une information. Mais la question, c'est elle n'est jamais questionnée. Bien sûr, mais la question, c'est de la propagande. Pourquoi ? Pour qui ? Pour les intérêts de qui ? Là, on a vu récemment avec les déclarations d'Elon Musk et les déclarations de Donald Trump et la fin du financement de l'USAID, du moins pour 3 mois, on verra ensuite ce qu'il en est exactement. On a vu des révélations naître un peu partout. On a vu que l'USAID participait au financement d'un nombre de médias absolument incalculable en Occident. Donc on est forcé de faire un lien entre les deux, entre cette propagande que vous venez de nous expliquer très bien et ces financements américains, de l'État profond américain qui a déclenché cette guerre. Parce qu'en ce moment, c'est le grand déballage. C'est le grand déballage grâce, d'une certaine manière, à cette nouvelle administration Trump qui, en fait, est en train d'auditer toutes les dépenses de l'État américain. Donc il tire la ficelle, et quand il tire la ficelle, évidemment, on découvre des choses qui paraissent étonnantes, et pourtant qui avaient été souvent signalées par des personnes qui avaient été taxées de complotistes. Oui, bien sûr qu'il y a des influences à l'œuvre qui sont importantes, notamment de la part des États-Unis. Et pourquoi ? Parce que ce conflit en Ukraine, quand on s'intéresse à la géopolitique des États-Unis, s'inscrit tout à fait dans leurs objectifs géopolitiques, mais structurels, en fait, qui est celui d'éviter qu'il y ait un continuum eurasiatique. Et d'autant plus que, alors, tout ce que je dis, ça peut être vérifié à partir des publications américaines, puisque la grande force des États-Unis, comme c'est une grande démocratie, tout ce qu'ils font, ils l'écrivent aussi, et en général, c'est consultable en open source, comme on dit. Que ce soit les publications de la Random Corporation avec son rapport d'avril 2019, expliquant comment on peut contenir la Russie en utilisant justement au plan stratégique l'Ukraine et les risques qu'il y avait derrière. Les consultables, avril 2009, rapport de la Random Corporation, de mémoire c'est Overexpanding Russia, je crois que c'est ça, voilà. Ensuite, il y a bien sûr le livre de Brzezinski, même s'il date un peu, le grand échiquier qui explique et qui met à jour la stratégie géopolitique des États-Unis en Europe, et notamment en Europe centrale, en désignant l'Ukraine comme pays pivot, pour éviter justement que la Russie redevienne un acteur mondial, parce que c'est là où il y a eu un affrontement géopolitique entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis ont pensé que la Russie était devenue un acteur régional. Or, depuis que le président Poutine est arrivé au pouvoir dans les années 2000, sa volonté, c'est de refaire de la Russie un acteur mondial, de refaire de la Russie, en fait, une grande puissance à l'égal de l'influence ou de la reconnaissance que pouvait avoir l'ex-Union soviétique, même si les comparaisons ne sont pas forcément les bonnes. Mais on est quand même dans cette idée-là, c'est refaire de la Russie un grand pays, en fait. Vous avez en face Make America Great Again, et en fait, vous avez en face la Russie qui, depuis 2000, cherche à redevenir un acteur mondial écouté et puissant, en fait. Donc il y a eu cet affrontement géopolitique, et cet affrontement géopolitique, il a joué sur plusieurs... on parle souvent de guerre hybride par rapport, lorsqu'on parle de la Russie, mais guerre hybride, d'ailleurs, c'est un concept qui a été développé par des officiers chinois dans les années 90, à partir d'un bouquin, justement, où ils ont développé ce concept-là après la première guerre du Golfe. Mais il faut bien comprendre que les Occidentaux, et notamment les États-Unis, mènent aussi une guerre hybride vis-à-vis de la Russie.
lorsqu'il finance des ONG qui vont à l'encontre du système russe, du système politique russe, lorsqu'il finance des opposants politiques, lorsqu'il finance des révolutions oranges comme la deuxième révolution de Maïdan, de mémoire 5 milliards de dollars, je crois, lorsqu'il finance... Ça, c'est pareil, c'est pas caché, c'est non, mais bien sûr, cité par Victoria Nuland à plusieurs reprises. C'est pour ça que c'est étonnant, toutes ces informations-là qui sont pas cachées, sur les plateaux télé, il faut pas en parler. Et quand on les redonne, on est complotiste en plus. Oui, on est complotiste. Alors, il faut pas imaginer non plus que les Russes sont innocents dans l'affaire. Mais on est sur un affrontement géopolitique, en fait. Les deux utilisent tous les moyens qui sont à leur possession pour atteindre leurs objectifs. Et ce que l'on peut regretter vis-à-vis du positionnement des Européens, je dirais ces pauvres Européens, et de la France en particulier, c'est qu'au lieu de développer une stratégie au regard de nos intérêts, eh bien, on a calqué nos actions sur celles des États-Unis. On voit le résultat en ce moment. Et sur celle de l'Ukraine. Mais l'Ukraine, c'est normal. Ils étaient agressés, ils se défendaient. Mais nous, on avait des convergences d'intérêts qui n'étaient pas forcément ceux de l'Ukraine, ceux des États-Unis, ni ceux de la Russie. Il fallait trouver, vraiment, définir où étaient nos intérêts dans cette... Ce qui est très intéressant, ce que vous dites là, c'est qu'on s'est calqué sur la manœuvre, j'allais dire, américaine, mais pour autant, aujourd'hui, la manœuvre américaine, elle n'est plus du tout celle de l'administration démocrate, et on pourrait qualifier de néoconservatrice, elle est républicaine, on voit bien qu'elle ne va pas du tout dans les mêmes directions, et on voit que l'Europe, elle, reste recroquevillée sur les intérêts néoconservateurs de l'administration démocrate qui vient de partir. Vous vous rappelez ce qu'on s'est dit il y a 2 mois sur ce plateau? On s'est dit que lorsqu'il y aurait des négociations, et ce serait entre la Russie et les États-Unis, que l'Ukraine aurait un strapontin, mais que peut-être les Européens n'auraient pas de strapontin. Ou alors serait vraiment dans l'arrière-cour. Vous vous rappelez il y a 2 mois. Et c'était une évidence, parce que... pourquoi? Parce qu'on est dans un affrontement géopolitique mondial. Donc les premières conversations que le président Poutine et le président Trump ont certainement porté sur l'Ukraine, mais pas que sur l'Ukraine, et très probablement également sur le Moyen-Orient et d'autres considérations, mais surtout le Moyen-Orient. Il est très probable, comme par hasard, que la rencontre qui devrait avoir lieu prochainement en Arabie Saoudite, remarquons quand même le poids de l'Arabie Saoudite au plan international maintenant, sous l'impulsion du nouveau roi. C'est quand même très intéressant à observer. En tous les cas, ce n'est pas un hasard, dans la mesure où la problématique du Moyen-Orient est une problématique qui est quand même très très importante. Que ce soit ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie, le sujet de l'Iran, sachant que l'Arabie Saoudite et l'Iran se sont quand même rapprochés, le sujet du Liban, le sujet bien sûr de la Palestine et d'Israël, et bien sûr le sujet de la Syrie. Donc cette problématique-là est très importante. Ils vont en parler. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas non plus ne pas parler de l'Ukraine. Mais l'Ukraine, je reste convaincu que les Américains vont tout faire pour l'associer aux discussions avec les Russes, mais c'est quand même compliqué, dans la mesure où ils ont proposé aux Ukrainiens de participer aux discussions qui vont avoir lieu entre la Russie et les États-Unis, les représentants de la Russie et des États-Unis à Munich, et le président ukrainien dit qu'il ne voulait pas y participer. Ça devient compliqué, en fait. Ça devient compliqué, dans la mesure où on ne peut pas dire « je veux participer, je veux être inclus, je ne veux pas être en relation directe avec mon adversaire direct, c'est-à-dire la Russie ». Son avenir, à lui, à Volodymyr Zelensky, est-ce qu'il passe par la paix? Alors, la situation politique interne, quand même, est compliquée en Ukraine, dans la mesure où, depuis mai 2024, il n'est plus officiellement et légalement président de l'Ukraine. Maintenant, à son crédit, on peut quand même imaginer qu'organiser des élections dans les conditions actuelles, ce serait quand même assez compliqué. L'Irak l'a fait pendant la guerre. C'est vrai, mais ça reste quand même assez compliqué. Alors, je ne connais pas le fonctionnement des institutions ukrainiennes, mais la logique aurait voulu que, de mémoire, c'était le président de la Rada qui prenne, un peu comme chez nous, le président de la Rada qui prenne la tête de l'État ukrainien. On est en tout cas dans un vide démocratique par rapport aux institutions ukrainiens. On voit que là, il a pris des sanctions contre un de ses rivales, Petro Poroshenko, qui avait pris la tête de l'Ukraine après Maïdan. Non, mais je continue mon raisonnement. Ça veut dire que ça pose également un problème vis-à-vis des Russes, c'est que dans quelle mesure il est mandaté pour signer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les Russes sont très, très, comment dire,
Légaliste ? Légalistes, voilà, légalistes, exactement. Ils sont très légalistes, même quand ils font des choses qui sont répréhensibles, ils vont toujours chercher à se raccrocher à des éléments de légalité, au plan international. Hein. Et donc, la question que se posent les Russes, c'est pas, ils ont pas une dent particulière contre le président Zelensky, même s'il a fait signer des décrets qui l'interdisaient. Encore une fois, je reviens à ces actions qui en fait ferment d'emblée les portes de sortie. Des décrets lui interdisant de négocier directement avec le président Poutine, ça devient compliqué après. On peut, passons cet élément de côté. C'est compliqué quand même de dire je veux négocier et dès qu'on offre des possibilités de discuter, de ne pas le faire. C'est le risque, très honnêtement, que les États-Unis et la Russie négocient sans lui. Exactement. Alors qu'on lui propose de participer. La semaine dernière, à votre place, se trouvait Caroline Galacteros, géopolitologue. J'aimerais qu'on l'écoute parce que justement, elle revenait sur cette question du Moyen-Orient. Elle remettait tout ça dans une forme d'ensemble. On l'écoute. De toute façon, un accord en Ukraine sera fait, ça va être un grand marchandage. Donc ça va pas être simplement le théâtre européen, ça va être le théâtre européen et le théâtre moyen-oriental. Au moins. Qui sera assis à cette table ? Les Russes, les Américains et les Chinois derrière. C'est pas nous qui allons nous asseoir ou que ce soit. Nous on est... c'est même pas entre deux chaises. Pour les on est... Voilà, on a rien compris. Donc vous l'avez rappelé tout à l'heure, Donald Trump et Vladimir Poutine devraient se voir pour la première fois en Arabie Saoudite. C'est pas anodin, bien entendu. On imagine donc qu'ils ne parleront pas que de l'Ukraine. Comment voyez-vous ça ? Est-ce que finalement, on n'est pas dans la reconstruction d'un monde bipolaire entre deux blocs qui vont organiser à nouveau le monde ?